Bonjour et bienvenue sur le podcast Résilience, pour faire ensemble le voyage de transformation de nos traumas émotionnels issus de l'enfance en croissance et en résilience. Je suis Amandine Mas, rescapée d'une enfance traumatisée ignorée. J'ai passé 30 ans de ma vie handicapée par une amnésie traumatique qui a commencé à se lever en 2020 pour faire apparaître des troubles de stress post-traumatique aigus qui sont aussi le signe qu'il existe une nouvelle vie après le trauma. C'est pourquoi je suis devenue coach énergéticienne spécialisée dans la libération des traumas enfouis de l'enfance pour t'accompagner dans cette belle aventure de la liberté intérieure, quel que soit ton passé. Le podcast Résilience est un espace sûr pour nous, les âmes traumatisées, sensibles et résilientes, afin de trouver une information et des pratiques fiables pour avancer vers la délivrance du trauma, mais aussi pour lire des témoignages de personnes comme toi et aussi pour partager ta réalité dans les commentaires si tu le souhaites. À tout de suite pour un nouvel épisode de Résilience. Bonjour à toi. Alors après t'avoir partagé le contexte dans lequel a pu se lever mon amnésie traumatique, dans ce deuxième épisode, je vais parler de la manière méconnue dont on lève réellement le voile sur nos traumas d'enfance. Je vais te parler de la réactivation de la mémoire traumatique en prenant appui sur des données scientifiques toujours. Il est important d'aborder cette phase de réactivation de la mémoire traumatique qui est endormie et qui peut se réveiller à tout moment quand c'est le bon moment. Alors pourquoi c'est si important de parler de ces moments où notre mémoire traumatique se réveille, se réactive, puisque c'est la raison pour laquelle souvent nous abandonnons notre guérison, nous perdons espoir dans notre capacité de résilience, car nous résistons à ce que nous ressentons et nous nous retrouvons souvent très seuls, encore plus isolés dans notre honte et notre culpabilité. Pourquoi ça ? Parce que quand l'amnésie commence à se lever, les souvenirs traumatiques qui étaient enfouis remontent de plus en plus souvent et de plus en plus, de manière de plus en plus envahissante, sous forme de souvenirs flous, fragmentés et incontrôlés, puisqu'ils ne sont pas intégrés en fait, dans le cerveau. Et donc cette mémoire traumatique, elle se manifeste sous forme de flashbacks, de cauchemars, d'angoisses soudaines et bien sûr les fameuses attaques de panique. Ce qui se passe en fait, c'est que l'on revit les violences que nous avons subies à l'identique, mais en différé du coup, parfois sans les images, mais avec les mêmes sensations et les mêmes émotions que quand nous étions enfants. Et quand ça remonte sans crier gare, notre premier réflexe en tant qu'être humain conditionné, c'est bien sûr de résister, de tout contrôler et de tout garder à l'intérieur de nous comme si de rien n'était, comme si tout ça n'avait jamais existé, comme si par le plus grand des mystères, nous avions tout inventé. Résister, contrôler, tout garder. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. En tout cas, c'est ce que j'ai fait personnellement de mai à décembre 2020. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour remettre dans la boîte ces nouvelles émotions qui surgissaient à chaque fois que mon nouveau compagnon me parlait de sa fille de 8 ans. Cet enfant qui est entré donc dans ma vie il y a 4 ans, sans que je l'ai choisi, a fait remonter à ma mémoire mon enfance que j'avais oubliée pendant 35 ans quand je suis entrée dans l'amnésie traumatique. Et donc à chaque fois que mon partenaire me parlait de sa fille, c'est comme si la lumière s'allumait d'un coup sur l'obscurité de mon enfance. C'est comme si la lumière se rallumait sur cette chambre d'hôtel où j'ai été agressée, violée à l'âge de 5 ans. C'est comme si
La lumière se rallumait pile au moment où mon cœur et mon corps se sont brisés, où mon innocence s'est arrêtée dans le plus grand des silences. Et quand la lumière se rallume brutalement 35 ans après, je suis dans l'incapacité d'en parler, de l'expliquer, de l'exprimer, de me l'expliquer moi-même, et dans l'incapacité d'accepter cet enfant, encore moins de lui ouvrir mon cœur, ce qui amplifie ma honte et ma culpabilité de ne pas être une femme comme les autres. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'entre dans une spirale descendante très rapide. C'est comme irréel. Je suis hantée par mon enfance qui s'installe dans ma vie comme un fantôme, mais je n'ai pas les mots. Et quand j'arrive péniblement à articuler quelque chose, ce n'est apparemment pas suffisamment crédible ou réel pour déclencher le soutien de mes proches qui ne réagissent pas. L'incompréhension de mon entourage accentue encore plus, tu l'imagines bien, ma honte d'avoir été traumatisée, agressée dans le passé. Et là, pendant des mois, il va y avoir des phrases assassines qui vont tourner en boucle dans ma tête comme « Mais c'est pas possible de ressentir ça 35 ans plus tard. Je dois me tromper, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi je n'ai pas parlé plus tôt si c'était vrai ?» Aujourd'hui, avec des années de recherche, je sais maintenant que c'est vrai et que c'est possible de ressentir ces émotions 35 ans plus tard, car les traces d'un trauma d'enfance peuvent rester captives dans la mémoire traumatique toute une vie si on ne les écoute pas. C'est comme un enfant qui pleure à l'intérieur sans fin. Alors qu'est-ce que la mémoire traumatique ? C'est un mécanisme de survie hors norme, franchement, qui piège notre mémoire dans le temps et dans l'espace, à l'heure du trauma, et qui se déclenche quand nous sommes face à des situations qui rappellent le trauma. C'est franchement, honnêtement, dans ce que j'ai vécu, comme un fantôme du passé qui vient hanter ma vie d'adulte. Ce fantôme est invisible, c'est un fantôme, et pourtant il est partout à la fois. Il est inconnu de tous, personne ne le connaît, et pourtant il prend beaucoup de décisions pour moi. Et quand il est là, c'est-à-dire dès que mon compagnon parle de sa fille, c'est-à-dire relativement souvent, je suis replongée immédiatement dans mon passé, qui n'est a priori pas passé. Je me sens impuissante, handicapée, inadaptée, inappropriée pendant des mois. Et puisque j'ai honte de dire à Chamez, mon compagnon, que je revis mon trauma à chaque fois qu'il mentionne sa fille dans une conversation, je me réfugie dans mon masque social préféré, celui de la femme forte et sûre d'elle, la guerrière, la bringueuse qui a peur de rien. Mais derrière ce masque, ma terreur, elle me ronge de l'intérieur. Et là, je rentre très rapidement dans un conflit destructeur avec moi-même. D'un côté, je suis prête à tout pour construire cette relation et rester en Thaïlande. Et de l'autre côté, je ne suis pas encore prête à faire face à mon passé qui me fait de plus en plus peur au quotidien. Je veux cette relation coûte que coûte alors que mon monde intérieur s'écroule, alors que mon système nerveux a déjà déclaré forfait. En gros, c'est comme si d'un côté, je veux, et de l'autre côté, mon corps, il a déclaré, il a lâché l'affaire. J'ai beau résister, garder, contrôler, mes ressources internes sont déjà dépassées, vidées. Et là, il y a un événement déclencheur qui va me faire abdiquer. C'est en fin 2020. Chamez et moi nous engageons enfin dans une relation sérieuse. J'obtiens alors mon premier voyage avec lui dans les îles. Pour moi, c'est le Graal du romantisme. Lui, il me pose la question fatale à ce moment-là. Amandine,
quand est-ce que tu es dispo pour rencontrer ma fille? Et là, c'est arrêt sur image. Quelque chose en moi s'arrête d'un coup. C'est une phrase anodine, mais qui me catapulte hors de mon petit nuage. Mon corps se raidit jusqu'à me faire mal, dans ma poitrine et dans ma gorge surtout. Je suis traversée par une transe émotionnelle, par un courant électrique douloureux que je ne connais pas. Mais bien sûr, tu l'imagines bien, que je vais trouver un moyen de cacher mon désarroi. Pour rien au monde, je veux afficher au grand jour ma plus grande vulnérabilité. Alors, ma première réponse est politiquement très correcte. Je me rappelle lui dire oui, bien sûr, Chamez, je comprends tout à fait. Mais à l'intérieur de moi, c'est pas ça du tout. C'est panique totale. Tous les voyants de mon tableau de bord, mon système nerveux, sont au rouge. Je suis envahie en moins d'une seconde par une anxiété d'une rare intensité, avec toujours autant de honte de ne pas être comme toutes ces femmes qui acceptent sans problème l'enfant d'une autre. J'ai l'impression de m'évanouir, de mourir, de partir. Ma mémoire traumatique est activée. C'est la sidération. La sidération, c'est quoi? C'est comme un bug de l'ordinateur. C'est un réflexe de survie qui me transforme en statue en un quart de seconde. Mon corps se déconnecte de mon esprit. Je suis dans l'incapacité de parler, de bouger, de penser, de me défendre, de crier, de fuir. C'est comme une déflagration qui explose dans mon cerveau, comme une bombe qui éclate ensuite dans tout mon corps. Mais quand ça s'est passé, je ne sais pas encore que je suis en train de revivre la sidération que j'ai ressentie quand je me suis fait agresser à l'âge de 5 ans, puisque j'ai oublié. Je sais pas encore que cet état de dissociation et d'autres symptômes de stress post-traumatique, comme la dissociation, l'addiction, les flashbacks, les crises de panique, vont se démultiplier pendant 4 ans. Pendant 4 ans, parce que je vais résister très fort et que je ne vais pas oser en parler, par honte d'avoir été traumatisée. Je comprends pas encore cette sensation vraiment déconcertante d'être comme séparée, dédoublée entre deux parties de moi-même qui ne se connaissent pas du tout. Entre la femme Amandine de 36 ans qui est confiante dans la relation qu'elle construit et qui ne voit pas de problème à rencontrer cette petite fille, et de l'autre côté, l'enfant Amandine de 5 ans qui est traumatisée, qui souffre dans son corps et qui réactive des peurs de mourir refoulées. En fait, en un mot, je suis piratée par une partie de moi-même qui surgit brutalement du passé. Et jusqu'à ce jour où Chamez me propose de rencontrer sa fille, je maîtrisais en fait une stratégie bien huilée lorsque j'étais débordée par les émotions. À l'époque, je n'avais qu'à prendre une bonne douche, sortir avec des amis et boire de plus grandes quantités d'alcool pour reprendre le contrôle sur mon monde intérieur, agité. Mais à partir de ce jour-là, cette stratégie va de moins en moins faire effet. À partir de ce jour, de janvier 2021, ma carapace de femme forte qui m'a permis de survivre ne me protège plus de ma souffrance émotionnelle de l'enfance. Depuis ce jour, je peux faire mon possible pour tout garder en moi, pour ne pas montrer une miette de ma dissolution intérieure, mais ça ne marche plus. J'ai beau appuyer sur le bouton « Sois forte et tais-toi », ça ne répond plus. C'est comme si on m'avait repris le bouclier qui me protégeait de mes angoisses du passé. En gros, la fête est finie. Mon système nerveux, à partir de ce jour-là, lâche. En quelques secondes, en quelques semaines seulement. Je commence à pleurer en public, je n'arrive plus à dormir ni à m'alimenter correctement. Je sors de moins en moins, j'ai honte de moi, je commence à faire des crises de panique dans mon lit. Il m'arrive même de vomir suite à une conversation au sujet de sa fille si heureuse. Pendant de longues semaines, je suis secouée d'intenses sentiments d'insécurité, d'abandon, de jalousie, de frayeur, de torpeur dans tout mon corps.
Mais par honte, je continue à me taire. Mais la sentence est levée, je dois rencontrer sa fille bientôt. Terrassée par la douleur de ces émotions qui me reviennent comme un boomerang, je m'effondre, seule, misérable, dans mon grand appartement. La levée d'amnésie a commencé à ce moment-là, en fait. Je peux plus faire semblant. J'ai besoin d'aide pour sortir de cette torture émotionnelle. Je suis au pied du mur. Alors, enfin, je me rapproche de professionnels de la thérapie et du coaching que j'ai rencontrés à Bangkok. Et grâce à ma nouvelle coach et thérapeute, je peux rencontrer la fille de mon amoureux dans des conditions décentes en apparence, même si je fais 2 crises de panique avant et après notre dîner. Cette rencontre avec cette petite fille m'a indiqué, sans que je le sache à l'époque bien sûr, elle m'indique la porte de sortie de mon coma psychologique. Mais au passage, elle réouvre bien sûr ma plaie non désinfectée. Après cette rencontre, mon corps entre en panique à chaque fois que Chamez ne mentionne ne serait-ce que le nom de sa fille. Et je suis embarrassée à ce sujet. Je suis dans l'incapacité de demander des nouvelles de cet enfant, encore moins de la rencontrer de nouveau, par peur d'être envahie par des vagues de panique. Et c'est là que je mets en place une stratégie d'évitement très poussée. L'évitement est à ce moment-là le meilleur moyen à ma disposition pour calmer les angoisses qui se déclenchent en moi. Le simple fait que cet enfant existe dans la vie de mon partenaire me fait régresser dans mon enfance non apaisée. Je suis affaiblie au quotidien car je sais que les gens autour de moi ne me comprennent pas, ne me croient pas, me prennent pour folle ou une égoïste. Mais moi je sais que c'est vrai. Je me crois depuis le début, même si je ne sais pas encore quoi faire de tout ça. Je suis profondément embarrassée par ma dissolution intérieure et j'ai besoin de m'anesthésier avec de plus en plus de soirées bien arrosées. Mais, néanmoins, ma stratégie d'évitement va me permettre de guérir. Ma nouvelle réalité, elle est très claire en fait. Mon corps ne peut pas accepter que cet enfant existe. En fait, il n'est pas prêt à se rappeler de ce qu'il a vécu à l'âge de cet enfant. C'est comme s'il m'ordonnait, en évitant, de ne pas entrer en contact avec cette petite fille pour l'instant. Je dois ignorer cet enfant comme j'ai choisi d'ignorer ma propre enfance. Si j'accepte cet enfant, il va falloir que j'accepte mon enfance. Alors c'est une réaction qui est inappropriée en société, mais cette réaction d'évitement, cette stratégie de survie, elle a évité à mon cerveau en fait de disjoncter de nouveau. L'évitement m'a permis d'atténuer mes crises d'angoisse et de venir en aide en priorité à cette petite fille tétanisée, encore vivante à l'intérieur de moi. C'est précisément ce que l'on appelle une stratégie de survie. Et selon les spécialistes du stress post-traumatique, les stress intenses des expériences traumatiques, elles peuvent provoquer des arrêts cardiaques dus à des shoots de cortisol trop intenses dans le cerveau. Si nous ne trouvons pas le moyen de nous dissocier de ce stress, ne serait-ce que temporairement, c'est pourquoi nous créons des multiples stratégies pour nous détourner de nos émotions débordantes tout au long de notre vie. Ces mécanismes de survie nous apaisent sur le court terme, comme l'évitement ou les addictions, mais elles ne désinfectent pas la plaie de notre trauma sur le long terme. Ces mécanismes de survie, ces stratégies, nous maintiennent, comme leur nom l'indique, dans la survie. C'est comme une béquille, c'est temporaire. Mais à un moment donné, si le mécanisme de survie est utilisé depuis trop longtemps, l'élastique est trop tendu, lâche et nous revient en pleine figure, jusqu'à ce que nous mettions en place, en conscience, avec l'aide de personnes de confiance,
un processus de résilience émotionnelle pour recréer un état de sécurité, d'équilibre intérieur, en cultivant de nouvelles compétences et surtout de nouvelles émotions, de sécurité, de confiance, d'estime de soi. Et c'est ce que je vais te partager dans le prochain épisode de ce podcast. C'est précisément ce que j'aurais adoré entendre lors de ma levée d'amnésie traumatique. Mais mon message pour toi aujourd'hui, c'est celui-ci. Il est vraiment déterminant de demander de l'aide à des personnes de confiance, que ce soit des amis, des membres de ta famille ou des professionnels, peu importe. C'est toi qui choisis et qui sais à qui tu dois te confier pour te libérer et réapprendre à vivre après le trauma. S'il te plaît, attends pas 4 ans comme moi. Il est vraiment essentiel de te réapproprier ce pouvoir de choisir ce qui est bon pour toi. Puisque le trauma est la conséquence d'une absence de choix, un de ses antidotes est de réapprendre à choisir les personnes, mais également les activités, les habitudes, les pratiques vertueuses pour ta résilience. Le plus important, selon moi, c'est de trouver ton moyen le plus adapté pour toi, pour écouter cet enfant qui pleure au fond de toi, pour l'accueillir et le consoler, jusqu'à ce qu'il s'arrête de pleurer sans plus jamais lui dire de se la fermer, comme on le fait souvent par loyauté pour notre société, émotionnellement constipée, handicapée et traumatisée. C'est ce que nous allons faire ensemble dans l'épisode suivant. Levée d'amnésie traumatique, phase 3, la transformation de ta souffrance en sens, comment accueillir, apaiser et intégrer ton passé en conscience pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie post-trauma qui te réserve de très belles surprises. En attendant, je suis à ta disposition pour toute question sous cet épisode et sur mes réseaux sociaux. Je t'invite, si tu le souhaites, à partager tes réactions suite à cet épisode pour aider notre communauté d'âmes résilientes à se reconnecter à leur vérité. Je t'invite également à réserver, si tu es prêt, ta consultation de trauma coaching avec moi pour voir comment le trauma coaching peut t'aider à trouver tes meilleures solutions qui sont déjà là, à l'intérieur de toi. Je suis de tout cœur avec toi dans ta libération et ta nouvelle vie. Je te dis à très bientôt.